Bon, merci. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir à tous, les vraies voix qui font le pont, j'ai bien dit le pont, et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Au sommaire, ce soir à 17h30, vous le savez, il y a un grand débat. Le thème incontournable, les syndicats majoritaires de la SNCF lancent une action sociale de grande ampleur pour la semaine prochaine. Les Français commencent à en avoir ras-le-bol de ce qu'il se passe à la SNCF, déclare le ministre des Transports Philippe Tabarot. On n'a pas forcément envie d'aller à la grève. Par contre, on a des revendications légitimes sur la table. Maintient Fabien Villedieu, secrétaire fédéral du Sudrail, qui sera justement notre invité. Et nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. La grève à la SNCF la semaine prochaine vous apparaît. Alors vous avez 4 possibilités. 1, cette grève est souhaitable. 2, compréhensible. 3, injustifiée. 4, condamnable. Faites votre choix. Les résultats dans un instant. Et puis 18h40, c'est l'autre grand rendez-vous d'une émission où pendant 2 heures on parlera de tous les sujets d'actualité. Mais le coup de projecteur nous emmènera donc sur le travail de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui examine depuis ce matin les propositions de loi relatives aux soins palliatifs et d'accompagnement. Parlons vrai, il est question d'autoriser ou non l'euthanasie dans le cadre médical. Une large majorité des soignants se déclarent hostiles à l'idée d'accompagner la mort de leurs patients en fin de vie. Le sujet interroge, bouleverse et divise. Nous vous posons la question sur les réseaux sociaux. Souhaitez-vous la légalisation de l'aide à mourir pratiquée par le personnel médical ? Nous en débattrons avec une référence, Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne. Ça sera tout à l'heure, donc à 18h40. Présentons les 3 vraies voix maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Ils ne font pas le pont, ils ne prennent pas le train et scrutent l'évolution de notre société avec passion. Ils sont donc là. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Bonsoir, cher maître. On dit toujours cher maître parce que non, c'est fini. Non, je n'ai jamais été avocat. Oui, oui. Alors parce que vous étiez procureur, avocat général. Et on ne dit pas avocat général. Donc j'étais l'avocat du général. Je n'étais pas l'avocat du particulier. Si j'ose dire. Oui, voilà, c'est ça. On comprendra la petite nuance. Donc surtout pas me confondre avec l'avocat. Et donc vous n'avez jamais été maître. Non, jamais. Enfin, au figuré, je l'espère, mais jamais au propre. Très bien. Vous avez entendu que quelqu'un se surgeait. Non, mais René est un puits de science. Oui. Et il voulait prendre la parole sans que je l'ai encore présenté. Alors je me lance. Ça, c'est un risque avec lui. C'est un risque avec lui. Excusez-moi. Nous recevons, chers auditeurs de Sud Radio, l'immense René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Très bien. Vous entrepreniez de prendre la parole avant que je vous ai présenté. Allez-y maintenant, bonsoir. D'abord, ravi de vous revoir, cher Frédéric. Plaisir partagé. Franchement, Philippe Bilger était un grand avocat général. Ah bah oui. On le sait. Oui. Et c'est pas pour lui faire de la lèche, mais son livre, que j'ai lu en exclusivité bien avant tout le monde. Me Too Much, ouais. Eh ben, c'est un très bon livre, comme je dis souvent, courageux, audacieux, bien écrit. Bravo, et René. qui surtout ne coûte pas cher, 8,90 €. Bravo. La pub est faite. Il est bien. Il est très bien. On l'avait dit. N'en faites plus. Non, c'est un très bon livre. Messieurs, vous êtes accompagnés par Abel Boilly, président de Tous Unis. C'est évidemment l'association qui est hyper sollicitée en ce moment. On vous voit partout, Abel Boilly. La jeunesse va mal, on vous appelle. Donc Exactement. nous, on vous appelle parce qu'on allait mal aussi. On avait besoin de vous. Oh là là, quel honneur. C'est vrai. Mais c'est toujours un immense plaisir d'être parmi vous, en tout cas. On l'a vu au Crazy Horse Saloon hier soir, d'ailleurs. Oui, il a pu distraire 2 heures pour venir au vrai droit, Mais un peu se relaxer, quand même. Ouais, Je savais qu'il vous ferait votre fête, Abel. Là, je suis sur mes gardes aujourd'hui. Parce que ce duo Chiche-Bilger... Vous prenez des risques. Non. Pas du tout en plus. S'il vous plaît. De faire ma première avec Abel. Bah, pareillement. Eh ben voilà. Alors accueillons C'est s'il pas ce vous qu'on plaît m'a dit tout notre à l'heure. auditrice fil rouge. Notre auditrice fil rouge. Ça va être simple cette émission. Hein. Oui. Florence nous appelle de Nîmes. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir Frédéric et les chroniqueurs. Oui, bah, vous les avez entendus. Est-ce que vous me soutenez parce que vous savez que je vais souffrir pour les tenir, hein, vous l'avez compris.
Oui, ils ont l'air plutôt en forme. Hein. Bon, en plus, vous allez faire cette première heure avec nous, vous reviendrez ponctuellement et vous ferez notamment le fameux quiz. Alors, il faudra chercher, parce que musicalement, il y a des gens très forts autour de la table. Hein. Bon, entre-temps, c'est votre, on va dire, réaction à l'actualité et nous vous écoutons. Florence, vous vouliez revenir notamment en ce jour qui n'est pas un jour férié pour les écoliers, ce n'est pas le pont. Vous vouliez revenir sur l'école inclusive, nous vous écoutons, Florence. Oui, donc en fait, voilà, par rapport à l'école inclusive, oui, c'est un coup de gueule concernant cette histoire qui fait que plus la santé va mal, et plus on dit que c'est l'école qui doit s'en occuper. Et résultat des courses, en fait, les enfants parfois ne sont pas inclus comme il faudrait parce que ils ont trop de fragilité. Et des fois, l'inclusion se passe à la maison, c'est-à-dire que l'école ne peut pas vraiment tenir son engagement parce qu'effectivement, ils ne sont pas suffisamment formés. On sait très bien que les fameux AESH sont formés très très peu, hein, je crois que c'est 48 heures. Et en plus, il y a tellement, on va dire, de différences à inclure que c'est autant de spécialistes à former dans la différence du besoin d'inclusion. Vous confirmez, Florence? Oui, et puis l'école, il faudrait beaucoup plus de moyens pour qu'elle puisse effectivement un peu mieux accueillir certains enfants qui ont des fragilités parfois profondes. Mais le souci, c'est que c'est un moyen de ne plus s'occuper de ceux qu'il faudrait s'occuper de façon plus approfondie. Et résultat, ça fait quand même des parents qui sont fragilisés encore plus et des enfants pour lesquels leur place n'est pas toujours simple. Oui, et c'est vrai que mais derrière les intentions, il faudrait des moyens. Oui. Et ça, je trouve qu'on nous en a beaucoup enlevé et qu'on continue de nous en enlever en disant que de toute façon, en fait, l'État en fait se désengage complètement. Voilà mon coup de gueule. Et encore, je le dis calmement. Oui, non, mais il est très. Vous savez, quand on est calme, finalement, on se fait entendre un peu plus et un peu mieux. Et ça a été votre cas, Florence. Alors, sur ce sujet, on va essayer d'y revenir tout au long de l'émission de manière. Je pense qu'Abel est parfaitement qualifié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Abel en parlera parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais oui, peut-être juste un mot, Abel Boilly. C'est quand même déjà, et Florence le dit, une question de moyens. C'est une question de moyens et c'est une question d'engagement de l'État, et je dirais plus d'une volonté convictionnelle quant à la société que l'on veut créer. L'école fait partie, et l'éducation nationale fait partie de ces mammouths malades en réalité, où il manque de moyens, il manque de personnel. Non seulement vous avez le personnel professoral, mais aussi vous avez le personnel médical, psychologique, voire psychiatrique qui manque. On sait la problématique de la santé mentale de nos jeunes, amplifiée par les réseaux sociaux et la sortie du Covid qui a créé des situations vraiment dramatiques. Et c'est vrai qu'il y a un manquement, mais la question qu'il faut poser aux politiques, c'est quelle vision de la société veulent-ils vraiment pour notre jeunesse? Vous avez vu, René, pour votre première avec Abel, il est fort, Abel. Ça va être dur. Je suis tout à fait d'accord avec madame. Florence, on vous mettra en relation avec Abel. Tous unis, ils vont dans le sens de ce que vous dites, Florence. Non, on peut rien dire, nous, là. On a le droit de rien dire. Non, parce qu'en fait, on est juste tenu. Là, on doit. Une émission spéciale Abel, quoi. Non, c'est parce que le sujet exceptionnel que Florence nous a proposé a amené une réaction. Mais évidemment, on se retrouve tous dans un instant parce que le temps avance. Il est 17h12. Vous écoutez Sud Radio. Vous intervenez, vous réagissez comme Florence qui reste avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brandel. Les vraies voix en ce 2 mai, ce n'est pas le pont pour tout le monde et vous êtes peut-être au travail, ça tombe bien, Sud Radio, les vraies voix se poursuivent. Philippe Bilger, l'incontournable, René Chiche, le fidèle, Abel Boilly, le magnifique, sont avec nous ce soir et ils accueillent, tout comme vous, les auditeurs. Félix Mathieu, ça sera quoi les 3 mots de l'actu dans un instant? Eh bien, ce sera excuses, islamophobie et chaleur. On va parler de ces excuses de Marine Tondelier après ses propos
propos ambigus sur Jérôme Guedj, pris à partie hier par des manifestants. De Bruno Retailleau qui va recevoir lundi la famille d'Aboubacar Cissé après le meurtre au couteau dans une mosquée du Gard. Le ministre de l'Intérieur persiste dans son refus d'employer la notion même d'islamophobie. Et puis on dira un mot aussi de ces températures estivales inhabituelles avant le retour des orages ce week-end. En 3 mots donc, excuse islamophobie et chaleur. Et vous nous permettrez de faire réagir nos vraies voix, parce que je sais que certains ont des avis, notamment sur certains de vos 3 mots. J'ai hâte de les entendre. Bon, très bien. Confions la suite de l'émission à notre procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Philippe Bilger, alors vous voulez revenir sur un sujet du coup que vous maîtrisez parfaitement, le Conseil supérieur de la magistrature, hein, c'est ça, le CSM rend un avis défavorable à la nomination de Charlotte Cobel. Expliquez-nous pourquoi vous voulez y revenir. Charlotte Cobel a été, si je ne me trompe pas, secrétaire d'État. Oui. Elle est l'épouse de Alexandre Bompard et c'est une femme, PDG de Carrefour. C'est une femme de qualité que j'ai croisée parfois à CNews. Simplement, elle postulait au poste de procureur à Créteil. Et si j'ai bien lu, il y avait 17 candidats et sur la liste, elle était la 16e. Et donc, elle avait été choisie par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et le Conseil supérieur de la magistrature l'a rejetée. Et en général, pour des raisons, on peut les comprendre, certes, parfois, l'influence politique a de l'effet, mais là, tout de même, 16e sur une liste, alors qu'il y avait des femmes ou des hommes qui étaient plus anciens et pas forcément moins compétents, ça pouvait poser un problème. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que va faire Gérald Darmanin. En général, les gardes des Sceaux ont toujours suivi, sauf une fois, avec Courroy à Nanterre, et mon Dieu, il a commis une erreur, mais peu importe. Et d'autre part, Gérald Darmanin est confronté à cette situation et je suis curieux de voir ce qu'il va faire, Gérald Darmanin, alors que par ailleurs, il fait un sans faute sur le plan de sa politique. Est-ce qu'il va maintenir la tradition ou est-ce qu'il va faire une forme de processus de rupture? Je ne sais pas. Ça nécessite quand même une explication pour les béotiens que nous sommes, et j'en fais le porte-parole, cher Philippe Bilger. Ces membres, ils sont décidés non pas par les politiques, mais bien par les professionnels de la magistrature. Voilà, on est d'accord. Enfin, donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Gérald Darmanin? Eh ben, Gérald Darmanin peut ou bien passer outre à l'avis négatif, ou bien le suivre. Et on verra, c'est intéressant. Parce que s'il passe outre, c'est tout de même un sacré coup de force par certains côtés, parce qu'elle n'a pas que des éléments en sa faveur. Hein, coup de force de qui? De Gérald Darmanin. Oui, alors René Chiche. Très intéressant parce que, bon, d'abord, c'est l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'est que consultatif. C'est ça, le garde des Sceaux peut passer outre cet avis. Mais moi, par rapport à cette éventuelle nomination, moi je trouve que Darmanin fait une erreur quand même, parce que Charlotte Cobel, alors j'ai moins d'expérience que vous et moins de connaissances que vous dans le milieu judiciaire, je sais pas, est-ce qu'on nomme souvent un ou une procureure à un parquet important qui a quand même un vécu politique comme Charlotte Cobel. Elle a été secrétaire d'État. Elle est membre très active quand même du mouvement Horizon. C'est quand même une personnalité quand même politiquement, vous voyez, très impliquée. Comme vous l'avez dit justement, Philippe et aussi Abel, c'est l'épouse de Bompard. Il y a quand même peut-être un conflit d'intérêts. Donc on le rappelle, le président directeur général de Carrefour. Imaginez, il se passe quelque chose à Créteil concernant Carrefour au Bompard. Si elle était nommée, mais moi je pense qu'il a fait une erreur, et moi je pense que vu actuellement ce qui se passe au niveau de la politique et de la justice, je pense qu'il va peut-être pas passer outre cet avis. C'est dans son intérêt, parce que la justice n'a pas intérêt à ce qu'on lui fasse un procès en pantouflage en plus. Exactement. Donc en même temps, il avait lorsqu'il avait proposé Charlotte Cobel, on avait déjà eu une polémique syndicale, si j'ose dire, et Gérald Darmanin avait dit mais il n'y a aucun problème, j'ai la possibilité de le faire. Alors on verra après ce qu'il va décider. Petite question, Philippe et Jean, je ne serai pas long. Allons-y, René. Est-ce que justement dans votre expérience et dans votre histoire, est-ce que vous avez connaissance de procureurs comme ça qui étaient quand même des gens très impliqués politiquement? Moi j'ai pas l'impression. Non à ce point-là, mais en même temps, bon. Ça c'est pas gênant?
Je pense que c'est gênant et votre conclusion laisse entendre que Gérald Darmanin ne suivra l'avis négatif, enfin consultatif. Il est obligé finalement, déontologiquement. Sinon, il aura droit à une polémique qui sera sacrée polémique. Et si la polémique arrive, on se souviendra que grâce à Philippe Bilger, ce soir, dans les vraies voix, nous le savions. Des réactions d'une pertinence absolue. À la hauteur du sujet. Nous ne vous mettons que des gens à votre hauteur. Oui, mais ils sont même mieux que le point de vue du procureur. Le sujet est intéressant. Oui. Allez, vous avez été très bon. Messieurs, les 3 mots de l'actu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Écoute. Bon, cher Félix Mathieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le niveau est haut. Donc, alors, les 3 mots dans l'actu: excuses, islamophobie et chaleur. Les excuses de Marine Tondelier après ses propos sur Jérôme Guedj, prise à partie par des manifestants hier. La patronne des écologistes avait semblé mettre en cause le député PS avant de rétropédaler. Bruno Retailleau va recevoir lundi la famille d'Aboubacar Cissé après le meurtre au couteau dans une mosquée du Gard. Le ministre de l'Intérieur critiqué à gauche, il réfute la notion même d'islamophobie. Et puis quasiment 30 degrés sur la capitale, du jamais vu depuis 72 ans pour un début mai. Les 25 degrés dépassés dans presque toutes les régions. La parenthèse estivale va se refermer. Le retour des orages, c'est pour ce week-end. Les vraies voix Sud Radio. Je présente mes excuses auprès de toutes celles et ceux que l'imprécision de ma réponse a pu heurter. Des mots signés Marine Tondelier. Au lendemain de ses propos sur les incidents du 1er mai, le député socialiste Jérôme Guedj, de nouveau pris à partie par ces manifestants pour la fête du travail, interrogé par nos confrères de RTL sur l'existence ou non d'un antisémitisme à gauche. Voici la réponse de la secrétaire nationale des écologistes hier. Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que je suis embêtée. Je suis embêtée parce que personne ne doit être évincé des manifestations, mais je vois aussi comment Jérôme Guedj donne rendez-vous, vient avec 20 journalistes. Je pense qu'en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention tout le temps. Et vraiment, ce moment, c'est le moment des travailleurs, le 1er mai. Donc Jérôme Guedj, il a mon soutien, comme tous les militants du Parti socialiste l'ont, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire du 1er mai à chaque fois la revue de presse des incidents. Alors, la partie de sa réponse où elle semble sous-entendre que Jérôme Guedj met en scène un peu ses prises à partie a évidemment suscité un tollé. D'où ce message d'excuse de Marine Tondelier. Jérôme Guedj, comme l'ensemble des socialistes et des manifestants, dit-elle, doit pouvoir manifester dans la sérénité. J'ai essayé de l'appeler ce matin, je le referai, a tweeté la secrétaire nationale des écologistes. Marine Tondelier ajoute qu'elle avait été surprise par la question, n'ayant pas les informations sur la manifestation parisienne, puisqu'elle-même était à Dunkerque avec les salariés d'ArcelorMittal, on en parlait ici même. Et la responsable écologiste d'ajouter enfin, quant à savoir s'il existe un antisémitisme d'extrême gauche, la réponse est oui, comme dans l'ensemble de la société d'ailleurs, dit-elle, il faut le combattre partout et tout le temps. Alors, petite réaction du modeste journaliste que je suis, c'est-à-dire que le journaliste ne vient pas à la demande d'un homme politique, mais il vient à l'endroit où il peut se passer quelque chose. Donc déjà, ça c'est dit. De l'autre côté, Philippe Bilger. Et puis attends, les excuses sont piteuses, alors qu'elle le mettait gravement en cause par cette histoire que vous avez très bien rappelé, Félix. Et deuxième élément, qu'est-ce que ça veut dire l'antisémitisme est partout? Est-ce que l'extrême gauche qui donne des leçons de morale ne devrait pas s'en passer plus que tout autre mouvement? René Chiche. Ouais, non. Bon, déjà, Marine Tondelier, moi, franchement, je comprends pas qu'on accorde... Roue de secours de LFI. Ah non, mais c'est incroyable qu'on accorde autant d'importance à cette personnalité politique qui, pour moi, n'en est pas une. Bon, enfin, le fait qu'elle y soit nécessite qu'on respecte le fait qu'elle y soit. Voilà. Vous avez raison. Mais en plus, il suffisait de voir quand même les images concernant Jérôme Guedj. Elle aurait dû avoir une réaction quand même spontanée, naturelle, de pure citoyenne. Cette meute qui s'est acharnée sur Guedj, mais aussi, il faut le reconnaître, sur d'autres membres du PS. Il n'y a pas que Guedj qui a été quand même comme ça. Mais lui, c'est tout le temps. Voilà, lui, ça devient problématique parce que. Il subit en fait son judaïsme, n'est-ce pas? Il est attaqué pour son judaïsme. Voilà. Il n'est pas spécialement, même pas du tout pro-Netanyahou par exemple, Guedj, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui a justement une optique tout à fait objective. Il est pour deux États. Bien sûr, donc c'est terrible. Bon. Donc c'est très dangereux ce qui se passe, moi je trouve actuellement, d'agresser une personnalité, un élu de la République en plus. Tout ça parce qu'il est juif. Bon, tout à l'heure Abel Boilly avait été le seul à réagir, là c'est le seul à ne pas réagir, puisqu'on passe au deuxième mot. Deuxième mot, islamophobie. Bruno Retailleau refuse d'employer
employer ce terme. Le ministre de l'Intérieur qui recevra lundi la famille d'Aboubacar Cissé, ce jeune Malien tué par de nombreux coups de couteau la semaine dernière dans une mosquée du Gard. La famille réclame la saisie de la justice antiterroriste. On en parlait hier. Le Sénat qui ne va pas observer de son côté la minute de silence comme l'Assemblée nationale, justement de par l'absence de qualification terroriste. Quant à Bruno Retailleau, donc, il avait été ciblé depuis le début de ce drame par les critiques, notamment de la gauche, pour son supposé manque d'empathie dans ce dossier. Lui qui, il vient de le redire auprès du Figaro, réfute la notion même d'islamophobie. Alors c'est un terme que je n'utilise pas, c'est un terme que le ministère de l'Intérieur n'utilise pas, c'est un terme d'ailleurs que les représentants du culte musulman en France n'utilisent pas non plus. Nous utilisons le terme d'antiislamisme. Pourquoi ? Parce que l'islamophobie est un terme précisément forgé notamment par les frères musulmans. En tout cas, la procureure de la République de Nîmes va tenir une conférence de presse ce soir à 19h sur ce meurtre d'Aboubacar Cissé. Troisième mot, chaleur. Des températures dignes d'un mois de juillet avant le retour des orages. Oui, le week-end qui débute va mettre fin à cette parenthèse estivale, car oui, le joli mois de mai a débuté avec des températures non plus seulement printanières, mais des températures d'été. Les 25 degrés dépassés dans quasiment toutes les régions. Hier, à Paris, le thermomètre a même frôlé les 30 degrés, une première aussitôt dans l'année depuis 72 ans. Paris, la capitale la plus chaude d'Europe ces jours-ci, une chaleur précoce, agréable ou inquiétante selon les avis. Je trouve l'atmosphère fantastique, on profite du beau temps, des muguets, on profite de tout, du soleil quoi. Journée sympa, journée de congé, avec les copines on profite, on va boire des petites bières sur les quais, on profite de rien foutre, voilà, une activité typiquement française. 1er mai, 30 degrés, c'est limite supportable moi. Alors le côté évidemment, style, c'est génial, on se croira en vacances, on peut manger des glaces, on peut rester dehors, c'est vrai, c'est génial, mais ça pose question. Je trouve que c'est pas trop normal. Fin avril, début mai, d'avoir des températures pareilles. C'est dur de s'imaginer, s'habituer à ce genre de choses, parce que là on n'est que en mai, on n'ose pas imaginer ce que ça va être en juillet, en août quoi. Des touristes et des Parisiens au micro Sud Radio de Clément Barguin. Vous nous donnerez le nom de la personne qui a dit une spécialité française ne rien foutre. Hein, elle était assez drôle. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, on n'a pas trop le temps, mais quand même, il pleut, on est inquiet. Il fait froid, on est inquiet. Il fait chaud. C'est terrible, quoi. Moi, ça commence à m'énerver. Et on consacre un quart d'heure, et pas encore le cas, des journaux télévision au climat. Ça va venir. Hein. Oui. Ça va venir. Un quart d'heure, j'avais pas la place. Alors, dérégulation, tout ce que vous voulez. Réchauffement, oui, d'accord, mais bon, il fait... Non, je suis désolé, moi j'ai été coureur cycliste, il m'est arrivé de faire des courses en avril où je cramais de chaleur. Quoi. Bref, bon, merci Félix Mathieu, revenez, ça a le mérite de nous énerver comme il le faut. Chers auditeurs, le 5, le 6, le 7, le 9, le 10... Ce n'est pas le quintet, mais les jours de la semaine prochaine concernés par les préavis de grève à la SNCF. Pas de train, pas de pont. Il faudra s'en convaincre, sauf si la direction et les syndicats parviennent ce week-end à un accord. Le ministre l'espère, notre invité y croit aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Je vous donne le résultat dans un instant, mais continuez. La grève SNCF la semaine prochaine pour vous apparaît 1 souhaitable, 2 compréhensible, 3 injustifié, 4 condamnable. C'est le jeu. Et puis vous nous appelez. C'est Fabien Villedieu, donc notre invité, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, qui est avec nous. Juste la petite question avant la respiration et de vous retrouver, cher Fabien Villedieu. Vous y croyez encore au compromis, sincèrement, ce week-end ? Bon, en tout cas, je l'espère. Voilà. C'est une parole positive. Vous restez avec nous. Merci de nous accorder ce temps, parce que je sais que vous êtes très occupés. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir. Philippe Bilger, René Chiche, Abel Boilly. Ils sont prêts pour le grand débat. On y va. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La CGT cheminot appelle les agents SNCF à se mobiliser dès le 5 mai. Sudrail mobilise les conducteurs pour la grève le 7 mai, veille du jour férié. Les contrôleurs sont également appelés à débrayer les 9, 10 et 11 par Sudrail. Un influent collectif de contrôleurs baptisé CNA, collectif national, ASCT, rejoint les syndicats majoritaires. Bref, sauf accord miracle trouvé ce week-end, il vous faudra
anticiper si vous devez prendre le train. Nous vous posons la question sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Alors, encore une fois, ce n'est qu'une consultation, mais vous êtes quand même nombreux. Donc, à la question, la grève SNCF la semaine prochaine vous apparaît. Alors, ceux qui pensent qu'elle est souhaitable sont 8%. Ceux qui pensent qu'elle est compréhensible, 17%. Ceux qui pensent qu'elle est injustifiée, 26%. Et ceux qui pensent qu'elle est condamnable, 49%. Ça plante le décor pour accueillir notre invité, Fabien Villedieu, le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Cher Fabien Villedieu, je vous propose d'écouter les réactions ce matin du ministre des Transports, Philippe Tabarot. C'était chez nos confrères de BFM. Les Français commencent à en avoir ras-le-bol de ce qui se passe au niveau de la SNCF et ils souhaitent de manière très claire que leur argent, puisque je rappelle quand on dit l'État met la main à la poche, c'est le contribuable. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin concernant la situation financière de notre pays, les 40 milliards qu'on doit trouver pour le projet de loi de finances. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il serait raisonnable de pouvoir revenir à la raison. Cher Fabien Villedieu, dans un instant, les trois vraies voix vont vous houspiller, vont vous poser des questions, vont vous titiller peut-être. Mais votre réaction, Fabien, à cette déclaration du ministre ce matin? Écoutez, on a un ministre qui aime bien mettre de l'huile sur le feu. Vous savez, vu le nombre de mensonges qu'on fait sur la SNCF et les cheminots, et puis pas depuis 15 jours, depuis des années et des années, vous vous rendez compte qu'il y a encore des gens qui pensent que les cheminots, on a la prime charbon. Aujourd'hui, nouveau mensonge du ministre des Transports, qui est censé quand même connaître un peu son dossier, où il explique sur BFM que les cheminots, les jours fériés et les dimanches sont payés double, ce qui est complètement faux. Voilà, c'est une revendication Sudrail. Par contre, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, peut-être que en disant ça, il veut ouvrir une porte de négociation. Mais en tout cas, je comprends que les cheminots sont agacés. On raconte que de la merde sur la SNCF et les cheminots. Bon. On raconte que des mensonges. Donc, si on rétablissait un petit peu de vérité, je pense qu'une partie des gens pourraient nous comprendre. Alors, essayons de rétablir cette vérité. Philippe Bilger. Dans le pluralisme des questions posées par Sud Radio, je dirais que je choisirais l'adjectif compréhensible. Non pas que je sois fanatique des grèves, mais je ne peux pas penser que Sudrail et les autres syndicats dans le ferroviaire soient à ce point obtus ou de mauvaise foi pour créer des grèves par le pur plaisir d'ennuyer le citoyen. Mais une fois que j'ai dit cela, et je suis curieux de connaître l'avis de notre invité, je me demande si on ne pourrait pas lutter contre cette tradition française qui fait qu'on considère qu'une grève n'est réussie que lorsqu'elle a créé le maximum de nuisances à des gens qui n'en peuvent. Mais il y a des pays qui ont trouvé d'autres moyens pour faire grève et dont les victimes ne sont pas forcément les citoyens comme chez nous lors des grèves, ceux qui utiliseront la voie ferroviaire. Alors c'est un problème. Sur le mode de fonctionnement, Fabien Villedieu, on peut imaginer, par exemple, vous laissez les portes ouvertes et on peut rentrer comme ça, on rentre gratuitement. Fabien. Écoutez, on utilise un droit. Mais c'est marrant parce qu'on critique beaucoup la grève, mais à un moment donné, si vraiment le problème en France, c'est le droit de grève, faut changer la Constitution. Voilà, c'est un droit constitutionnel, un droit qui a été obtenu difficilement, parce que je rappelle que pendant des années, c'était interdit de faire grève. Voilà, on a obtenu ce droit-là, et dès qu'on l'exerce, on a l'impression qu'on est des monstres. Oh là là, vous vous rendez compte? Vous allez exercer votre droit de grève. On va au bout de la logique. Si effectivement exercer le droit de grève, on devient des monstres, il y a un moment donné, il faut changer la loi, il faut changer la Constitution. Sur le mode de faire, c'est les modalités, Fabien Villedieu. Il n'y a pas moyen de faire autrement que d'empêcher les trains de rouler, je ne sais pas, non? Écoutez, l'année dernière, on a fait une grève qui n'était pas très populaire. Ça nous a permis d'obtenir l'accord de fin de carrière, qui a fait beaucoup parler de lui. Au moins, on peut reconnaître que la grève permet de temps en temps d'avoir des avancées sociales. Voilà, parce que la grève, la finalité, c'est ça, c'est d'avoir des avancées sociales. Alors moi, je conçois
qu'effectivement ça embête les gens et je suis pas là tous les matins en disant, enfin moi je suis conducteur de train, ma vie c'est de déplacer les gens, j'ai pas de souci là-dessus, mais je conçois que ça peut embêter. Mais aujourd'hui le monde, enfin les règles du monde, je ne les ai pas établies et c'est pas les organisations syndicales qui les établissent. Les règles du monde, c'est que sans rapport de force, il n'y a pas de négociation et il n'y a pas d'avancée sociale. Bon. Et la grève, c'est un rapport de force. D'autres questions, Abel Boilly. Alors moi, avant de poser ma question, j'aimerais dire une chose. Il faut que le politique arrête d'essayer de faire passer les cheminots et le personnel de la SNCF pour des imbéciles. Quand on arrive à des mesures aussi importantes que des prévisions de grève qui vont porter préjudice aux voyageurs, faut pas croire que ça se fait en un claquement de doigts. Avant, ça a discuté. De discussion. Donc voilà, donc je parle sous le contrôle de Monsieur Villedieu. Et puis il y a les points aussi. Il y a la question des plannings, où effectivement il y a trop de changements à la dernière minute, comme si les salariés étaient des pions. Il y a la question des salaires. Il me semble que la SNCF a fait une mauvaise communication en disant que les salaires avaient été augmentés de 2,2%, sans prendre en compte qu'il y avait une augmentation automatique de 1% déjà cette année. Et il y avait la dernière chose, c'est qu'il y a une proposition de loi sur la limitation du droit de grève aussi qui est à l'étude. Donc moi, pour ma part, j'ai un train à prendre la semaine prochaine qui risque d'être annulé. Évidemment que ça me casse les pieds, mais je trouve que c'est compréhensible, d'autant plus que la SNCF est bénéficiaire. On parle de 1,6 milliard encore de bénéfices sur le dernier exercice. Donc oui, si j'étais salarié, je pense que je serais dans la même dynamique. Fabien Villedieu, vous avez tout essayé pour éviter de faire la grève, vous nous le confirmez ? Bah oui, ça fait 1 mois et demi qu'on a posé les préavis. Ça fait 1 mois parce qu'on a vu que ça bougeait pas, qu'on a fait sortir ça dans la presse. Ça fait 1 mois que moi j'en prends plein la gueule, excusez-moi de l'expression, parce que cheminot toujours en grève, machin bidule. Donc on a tout fait justement pour ne pas aboutir à la grève. Et on peut encore gagner. Enfin moi j'y crois. Si la direction nous appelle, on trouve un accord. On sait quand la direction elle veut trouver un accord, en quelques heures ça se fait. Et encore ce week-end, on peut trouver une solution. Et par ailleurs, poser la question de la répartition des richesses. L'augmentation, la prime de travail, mais en fait, c'est l'augmentation des salaires. Dans la seule entreprise ferroviaire qui fait des bénéfices, en quoi c'est incongru ? Enfin, on aurait 4 milliards, 1,8 milliard de pertes comme la Deutsche Bahn. Bon, à la limite, je peux être à Sudrail et me dire, bon, bah, la boîte, elle n'a pas l'argent. On aurait 200 millions de pertes comme Trenitalia. Bah, je dirais la même chose. On aurait 3 millions de pertes comme Renfe. Non, on est la seule entreprise ferroviaire à gagner de l'argent. On pose la question de l'augmentation des salaires et on nous fait passer pour des monstres. Il y a un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, René Chiche. Oui, alors moi, un peu comme ici autour de la table, je suis aussi plutôt compréhensible par rapport à cette grève. En plus, bon, il y a quand même le week-end encore pour négocier, on ne sait jamais. Là. Oui, il le dit clairement, Fabien. Monsieur Villedieu. Et puis, et puis la direction des ressources humaines et des relations sociales de la SNCF, je l'avais dit il y a 2 semaines d'ailleurs, est une direction plutôt ouverte à la négociation comme celle de la RATP. Donc, on ne sait jamais, il peut y avoir un miracle entre guillemets. Mais moi, je suis compréhensible parce qu'en plus, moi, je ne participe pas à cette petite musique depuis plusieurs années qui fait croire que les salariés de la SNCF, en particulier les cheminots et les cheminotes, les agents, sont des privilégiés. Non, c'est pas vrai. Le salaire moyen d'un agent de la SNCF, il est à peu près, je crois, 2200, 2300. Donc, c'est pas non plus des salaires exorbitants. Ils ont peut-être quelques avantages, peut-être pour les transports ou je ne sais quoi. Donc ça, voilà. Et il faut pas oublier aussi qu'il faut, à mon avis, que M. Tabarot ne soit pas trop présent. Parce que Philippe Tabarot, c'est quand même, d'ailleurs, Abel en a un peu parlé, c'est le rapporteur quand même de la proposition de loi qui a été votée en première lecture au Sénat, d'ailleurs, que le gouvernement Attal avait d'ailleurs rejetée. Et c'est une proposition là quand même qui est quand même très ferme. Hein. C'est interdiction du droit de grève pendant tous les jours fériés, avant les fêtes, etc. Alors justement, je vais terminer là-dessus. Et aussi restriction du droit de grève aux heures de pointe. Alors moi, la seule chose que je voudrais dire à Monsieur Villedieu, que je trouve d'ailleurs au demeurant plutôt sympathique personnellement quand je le vois. Donc l'homme à la casquette. Hein. Ouais, exactement. Est-ce que quand même, Monsieur Villedieu, vous pensez pas alors vous pouvez faire grève, etc. Parce que aussi, excusez-moi, le problème des ponts. Là, je termine. Je vais parler un peu vrai. Les ponts là dont on parle là du mois de mai. Excusez-moi, faut être parler vrai, ça concerne une minorité, les ponts. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Français qui font le pont, qui vont à La Baule, à l'île de Ré, à Nice, c'est pas vrai. Il y en a très peu, il y en a à peu près 11% qui font le pont. Vrai, ceux qui font le pont, qui prennent le train, etc., sur des gens qui sont quand même dans des grandes entreprises, qui ont beaucoup de RTT, qui ont quelques moyens. Il y a plein de gens qui ne font pas le pont d'ailleurs là, qui travaillent aujourd'hui, ou qui restent même 10 fois dans leur lieu de domicile. Ouais. Et je voudrais juste poser la seule question que j'aimerais poser à Monsieur Villedieu, est-ce qu'on peut pas sanctuariser, comme on dit, au moins une journée qui pour moi serait quand même une fête, c'est le 24 décembre. Vous voyez, la fête un peu familiale par excellence. Allez, 24-25. Voilà. Fabien, sur cette sacralisation. Voilà. Bah, vous savez, j'ai regardé parce qu'on me dit souvent vous êtes souvent en grève à Noël.
Depuis la création de la SNCF en 1937, les cheminots, on a été 3 fois en grève pendant Noël. Oui, mais vous menacez quand même parfois, ça peut vous arriver. Oui, mais menacer, ça c'est une chose. Oui, quand même. Vous pouvez menacer, les trains roulent. Hein. Oui. Enfin, j'espère qu'on a au moins, on peut faire la différence entre menacer pour créer un rapport de force et pouvoir négocier et trouver un accord et faire véritablement grève. Et par ailleurs, quand même sur l'histoire du 8 mai des ponts. Enfin, moi, j'ai 2 filles, elles sont à l'école. Le 9 mai, elles ont école. Hein. Oui. Enfin, le 9 mai, ce n'est pas un pont. Non, d'ailleurs, ce n'est pas un pont. Vous savez que les parents peuvent avoir une amende. Les parents peuvent avoir une amende s'ils n'amènent pas leurs enfants. On grossit le pont du 8 mai, je répète, ce n'est pas un pont. Les gens travaillent le 9 mai, les enfants sont scolarisés le 9 mai. Voilà. Donc peut-être que des gens qui sont en télétravail peuvent se permettre de ne pas scolariser leurs enfants le 9 mai, mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne seront pas en pont le 9 mai. Donc en fait, on nous explique qu'on fait grève un week-end et que c'est, encore une fois, pas la bonne solution. Bon, les auditeurs de Sud Radio réagissent. 0826 300 300. Florence de Nîmes, notre auditrice fil rouge. Florence, quel est votre point de vue? N'hésitez pas. Vous savez, il y avait donc les quatre possibilités: souhaitables, compréhensibles, injustifiées, condamnables. Vous dites quoi? Moi, je trouve que c'est compréhensible et que je suis plutôt d'accord avec eux parce que justement, si c'est une histoire de planning où on ne tient pas compte des uns et des autres, comme on fait un peu dans beaucoup de services à l'heure actuelle, avec un management autoritaire sans tenir compte des gens sur le terrain, je trouve que c'est très très bien et ils ont quand même toujours ce pouvoir effectivement d'embêter. Et puis moi je trouve ça plutôt bien parce que si on fait grève, moi ça m'est arrivé de faire grève et que on se rend compte qu'il n'y a pas trop d'écho, on se dit qu'il faut quand même plus d'énergie pour avoir un vrai contre-pouvoir, puisque c'est arrivé il n'y a pas très longtemps qu'on soit absolument pas entendu. Donc moi je suis de tout cœur avec les cheminots. En fait, Florence, en vous écoutant, on se dit finalement les seuls qui ont le pouvoir justement de mettre la pression, ça reste à la SNCF ou la RATP pour les Parisiens, parce que eux ont un vrai moyen de négocier. Philippe Bilger. Fabien Villedieu, vous êtes soutenu par une majorité. C'est vrai, vous avez vu, Fabien Villedieu. Mais même la démagogie peut exister aux vraies voix. Plus sérieusement, est-ce que vous acceptez au moins une interrogation sur d'autres modalités du droit de grève? Jamais il n'a été question de mettre en cause le droit lui-même, mais est-ce qu'il serait choquant de discuter d'autres moyens de faire grève et évidemment de ne pas porter atteinte à la communauté des citoyens, qu'ils fassent le pont ou non? Notre invitée Florence disait très crûment que elle a envie de faire grève parce qu'elle veut, elle n'a pas utilisé le terme grossier auquel je pense, mais créer le maximum de nuisances. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'un peu choquant? Je n'ai pas parlé de nuisance. Je suis pas d'accord. J'ai pas parlé de nuisance. Allez-y, Florence, faites attention. J'ai été poli. En gros, ça voulait dire je comprends qu'on crée le maximum de voilà. Vous confirmez, Florence? De contre-pouvoir. Voilà, ah oui, comme c'est joliment dit. Ouais. Ça change pas réellement l'ennui. Chacun est attaché à ses mots. Oui, René Chiche. Une grève, ça crée nécessairement des nuisances. C'est choquant. Oui, mais quand on peut avoir d'autres modalités, on les choisit. Vous dit qu'ils n'ont pas cherché ces autres modalités. En fait, vous rentrez comme dans le discours du ministre. En gros, les cheminots sont bêtes. Un jour, ils se lèvent, ils vont appuyer sur le bouton. On va faire... Pas du tout. Poli, on va embêter tout le monde. À votre avis, il n'y aurait pas d'autres moyens? Mais qui vous dit qu'ils ne les ont pas cherchés? Fabien Villedieu vous répond. Fabien, est-ce que vous avez cherché ces moyens? Écoutez Fabien Villedieu. Entendu des cheminots parler d'autre chose que du recours à... Mais ça, c'est quand on arrive au bout de la chaîne, mais ça ne commence pas les là, la discussion. Profitons de la présence de Fabien Villedieu. Répondez Fabien Villedieu. Gratuit. Vous avez imaginé d'autres moyens? Évidemment, et d'ailleurs le travail de syndicaliste, c'est négocier tous les jours sans forcément utiliser l'arme de la grève. Enfin moi, alors on me voit uniquement quand c'est la grève, mais je passe mon temps à négocier avec le patron sur d'autres choses, sans même quelquefois aller jusqu'à la grève. C'est vrai. Force est quand même de constater
que lorsqu'il y a un conflit, ça accélère un petit peu les choses. Par exemple, aujourd'hui, on a un gros dossier sur lequel Sudrail est très investi, c'est la question de la fermeture des petites lignes. Voilà, parce que qui fait moins la une d'ailleurs des médias. Et aujourd'hui, on a un plan qui vise à fermer quasiment 1000 km de petites lignes. Bon, on fait des rassemblements, on fait des pétitions. Là, il y a des marcheurs qui sont partis de la gare de Corbigny au fin fond du Morvan, qui vont faire 375 km et qui arriveront le 3 mai, samedi, en gare de Bercy, justement, pour dénoncer la fermeture des petites lignes. Voilà. Donc, on est investi complètement là-dedans. On n'est pas du tout dans une grève, mais force est de constater que c'est pas non plus le truc qui fait le plus écho médiatiquement et forcément. Plus la une des journaux. Ouais, forcément. Constater quand même. Ouais. Bon, 10 secondes uniquement. Je voulais relancer monsieur. Non, il y a peut-être des bénéfices à la SNCF, mais il faut reconnaître que ces bénéfices servent à réinvestir dans les équipements, etc. Parce qu'il y a beaucoup de pertes quand même à la SNCF, pas l'oublier. Parce que souvent les grévistes, justement, ou les syndicalistes, qui ont le droit d'avoir des revendications, disent la SNCF fait beaucoup de bénéfices et on n'en tire pas les bénéfices. Mais il faut reconnaître quand même que les bénéfices de la SNCF servent au réinvestissement dans les machines, dans les équipements aussi. Et ainsi va le dialogue social. Fabien Villedieu, merci d'avoir été notre invité. Bravo. S'il vous plaît. J'ai pas changé d'avis, justement. René Chiche. Une petite précision. René Chiche, on va vous couper le micro si ça continue. Parce que c'est monsieur le procureur. Merci. Chut. Merci. Provoque. Merci Fabien Villedieu d'avoir été notre invité et bon courage pour les négociations de ce week-end s'il y en a. Dans un instant, j'espère que René Chiche va respecter les principes républicains de la vie de cette émission parce que pour l'instant vous considérez comme un dictateur. Vous n'écoutez même pas le règlement. Voilà. Alors dans un instant nous allons jouer Florence reste avec nous au 0826 300 300. Est-ce qu'elle choisira René Chiche? C'est pas le meilleur des choix, quoique. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Nous ne faisons pas le pont et nous vous accompagnons avec Philippe Bilger, René Chiche et Abel Boilly. Les vraies voix, c'est l'heure. Comme c'est une configuration particulière et que j'ai l'occasion de vous retrouver, eh bien c'est l'heure du quiz musical. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Florence est avec nous. Florence, est-ce que ça va ? Très bien. Bien, vous avez été provoqué par Philippe Bilger, vous vous êtes très très bien sorti de ce traquenard. C'est vrai. C'est-à-dire baptiser l'emmerdement maximal contre-pouvoir. Bon, je vous rappelle le règlement. Vous allez former un duo, vous allez choisir Florence, soit René Chiche, soit Abel Boilly, soit Philippe Bilger, pour vous accompagner. Vous ferez un duo contre les deux autres. Chacun d'entre vous, donc chaque duo, aura à trouver l'interprète. Quand c'est le duo 1 qui doit répondre, c'est uniquement le 1. S'il ne répond pas, l'autre peut prendre le point. Le premier arrivé à 4. Le thème, c'est Donald Trump. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il occupe l'actualité aujourd'hui. Alors, il y a des petits clins d'œil à Donald Trump. Florence, qui choisissez-vous ? Abel Boilly. Vous choisissez. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est très bon choix. Alors, sachez que Abel connaît très bien la musique et que sa femme est une magnifique chanteuse. C'est Beyoncé. D'accord. Donc face à vous, Philippe Bilger et René Chiche. René Chiche qui est très fort. On est cuit maintenant. Attention, voici le premier extrait. Seul le duo de l'auditrice répond, c'est-à-dire Florence et Abel. Mais attention, une seule réponse, sinon ce sont les autres qui prennent. Pouvez-vous me dire l'interprète de ça ? Bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Jean-Louis Aubert, Téléphone, ça marche. Abel, vous avez suivi Florence, ça vous fait mon cher Quentin. C'est vrai que là, alors quand Quentin est le réalisateur, les vraies voix demandent à notre réalisateur de mettre les musiques un petit peu plus fort. Mais c'est que d'habitude, je travaille avec une équipe beaucoup plus jeune. S'il vous plaît. Est-ce que c'est annulé ? Non, ce n'est pas annulé, d'autant que Florence a très bien répondu. La première est toujours plus facile. Voici donc votre première facile, cher René et Philippe. C'est de votre génération. Qui chante ça ? Ma cabane au Canada. Je dis Lynn Renaud.
Caroline Renaud. Excuse-moi, c'est pas de ma génération. Hein. Mais c'était une provocation, cher René. René, vous le méritiez après ce que vous m'avez fait endurer sur le rendu d'antenne. Là, quand c'est audible, on gagne. Voilà, donc le petit clin d'œil, vous avez compris, le Canada, Trump, la bombe humaine, etc. et tout ça. Attention, c'est au tour maintenant du duo Florence et Abel. Qui chante ça? Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su. Florence Vianney. Alors, attendez, donnez-nous une réponse précise, Florence. Ah bah, c'est Vianney. C'est Vianney, ça marche. Abel, Florence est merveilleuse, Florence. Elle est très douée, Florence. Donc il y a deux femmes en votre faveur, la vôtre et Florence. Et Philippe Bilger, vous êtes magnifique ce soir. Mais on enfin, va vous l'êtes toujours, mais alors là, on va avoir René tout à l'heure. C'est à vous. Attention, René et Philippe, c'est à vous de répondre. Pourquoi tu joues? Tu fais la guerre sans faire l'amour. Vraiment. Juliette Armanet? Oui, Juliette Armanet. Bravo. Ils ont hésité, ça fait deux J'allais partout. dire une inconnue. Très bonne chanteuse. À quoi tu joues donc? Bravo. On continue. Florence et Abel, c'est à vous. Puissance et gloire. Ah bah oui. Herbert Léonard. Très bonne réponse. Et elle le savait aussi. Ah, il est bon, Abel. 3-2 pour On l'instant. est très Personne ne complémentaires craque. avec Florence. On se croirait à la cérémonie des tirs au C'est but. le plus facile. PSG Liverpool. On se croirait à ça. Alors c'est à vous justement. Allez, Allez-y. René. Philippe et René, qui chantent ça? Made in Asia. Made in Asia. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, Made in Asia, ouais. Époustouflant. Du coup, Trump va remettre des droits de douane, vous allez voir. Attention, Florence et Abel, c'est à vous. Deux femmes qui se tiennent. Ah, c'est Laissez répondre Florence et Abel. Oui, alors. Ouais. Comment c'est déjà? Je vois. Une femme avec une femme. Oui, une Une femme chanson avec une pour Oui, Donald ça, c'est Trump, hein, bien sûr. Mécano. Mécano, oui, Florence, alors qu'Abel était en train de patauger dans la semoule. Franchement, il est fort. Alors attention, vous n'avez donc pas le droit à l'erreur. René et Philippe. Non, vous n'avez pas dépassé le temps. Non, 4 à 3. Si vous loupez, vous avez perdu. La pression. Qui chante ça? Je suis pas Nasdaq, je vais tous les niquer. Thomas Dutronc. Oui, Thomas Dutronc. Ça fait 4-4 aussi. Tout va se jouer là-dessus. Florence, soyez prête. Abel, Philippe et René. Le premier qui répond, le premier qui donne l'interprète, fait gagner son équipe. Tout le monde peut participer. C'est la chanson bonus. On y va. Oh là, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Je l'ai dit en premier. C'est dur. Écoutez, franchement, s'il vous plaît, chers auditeurs, s'il vous plaît, Abel et René sont partis au même moment. Je déclare donc ce match sans vainqueur. Vous avez tous gagné. Et Florence, bravo, c'était pas possible. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement, c'est impossible. Jamais dans l'histoire des vraies voix ça s'est passé. Dans un instant, les infos. Florence, vous avez été magnifique, mais c'était impossible. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Un trio magnifique ce soir pour ce vendredi 2 mai qui n'est pas un pont, mais qui ressemble à un pont. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver avec Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, avec René Chiche, le rédacteur en chef du groupe Entreprendre, avec Abel Boilly, président de Tous Uniques, Tous Unis. On a réécouté, si vous étiez avec nous, sur le grand quiz musical, parce qu'on est allé à ce qu'on appelle la VAR dans le football. Notre réalisateur Quentin Cabanis nous a fait écouter, et je vous confirme, c'était impossible de savoir qui avait gagné. Nous sommes direction le 0826 300 300. Écoutez bien le message sur le répondeur. Bonsoir, Ludovic de Mont-de-Marsan. Je rejoins Bruno Retailleau. Le multiculturalisme ou le communautarisme joue un rôle important dans la fracture de notre société. Il y a dérive des sociétés occidentales qu'on observe depuis plusieurs années vers l'entre-soi communautaire, offre un terreau favorable à ce clivage, voire à la violence que l'on rencontre. Quand vous conjuguez ça en plus avec une politique de excuses, la perte d'autorité, la démolition de piliers fondamentaux comme la famille ou l'école. D'ailleurs, au sujet de l'école, sur l'assimilation et cité Henri Guénaud,
L'école est le lieu de l'assimilation qui est le contraire du culte des origines, de la guerre des mémoires et de la repentance. L'école est un lieu d'acquisition de savoir, d'apprentissage de la culture. Donc si la France est multiethnique, elle n'a pas de tradition multiculturelle. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Merci Ludovic donc de Mont-de-Marsan qui réagit comme vous pouvez tous le faire, auditeurs de Sud Radio, au 0826 300 300. Bon, Ludovic soulève une question pas multiculturelle, la France, Philippe Bilger. Oui, et puis il a cité Henri Guénaud, donc c'est un ami, je ne peux que l'approuver. C'est d'ailleurs le meilleur passage de ce qu'il a dit, c'est quand il a cité Henri Guénaud. Pour le reste, le multiculturalisme en soi, je n'ai rien contre, sauf lorsque une certaine culture cherche à nous imposer sa domination, comme on peut le penser aujourd'hui. Et je dirais, il faut être clair, l'islam ou l'islamisme. Abel Bouilly. Oh là là, bon. Moi, je suis pas du tout d'accord. Bon, le communautarisme, c'est une problématique. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi y a-t-il du communautarisme? Avant de répondre à cette question, je suis désolé, la France est un pays multiculturel, même sans aller en dehors de l'Hexagone. Est-ce que la culture corse, c'est la même chose que la culture catalane? Est-ce que la culture catalane, c'est la même chose que la culture bretonne? Est-ce que la culture bretonne, c'est la même chose que la culture alsacienne? Je ne pense pas. Elles sont noyées dans la culture française. Ah bon, parce que les Corses n'ont pas des velléités d'indépendance? Si, vous allez en Bretagne, il n'y a pas des velléités là-bas? D'accord. Comme vous le dites très bien, des velléités. En Bretagne, je vous ai laissé parler. En Bretagne, vous savez que la langue bretonne est toujours enseignée à l'école, d'accord? Alors maintenant, quand vous dites islam et islamisme, il faut faire très attention à vos mots parce que vous vous inscrivez un petit peu dans l'erreur politique, que ce soit Bruno Retailleau qui dit abat le voile, que ce soit Éric Ciotti. Moi. Oui, mais tant mieux pour vous, mais moi je suis contre. Et je vous c'est le terme erreur, mon cher Abel, qui m'inquiète. Bah oui, mais quand on dit abat le voile, on met une cible dans le dos des femmes voilées. On a le droit d'être pour ou contre le voile de façon indépendante, de façon, on va dire, personnelle. Mais un responsable politique qui, dans une réunion, dit abat le voile parce qu'il est en campagne uniquement pour ça. Non. Je suis désolé. Vous pensez pas que c'est quelque chose qui est dangereux? Et maintenant, pour en revenir à cet aspect du communautarisme, pourquoi le communautarisme il existe? Quel est le politique qui va se lever pour dire que la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations doivent être la lutte numéro 1 en France? C'est ça la réalité. Vous pensez que dans les quartiers populaires, les gens sont contents de vivre les uns sur les autres? Allez dans certaines cités, allez à Marseille, allez à Bellevue, allez aux Chênes Pointues à Clichy-sous-Bois, regardez l'état des immeubles dans lesquels on a fourgué les gens, on se dit mais comment est-ce qu'un être humain peut vivre dedans? Allez dire à ces jeunes qui voient en modèle des personnes qui ont des bacs plus 2, 3, 4, 5 se voir refuser des emplois à la hauteur de leur diplôme et être obligés de faire femme de ménage, même si je n'ai rien contre les femmes de ménage. Il faut parler de tout. Je les victimise pas. Moi je suis pas. Attendez, vous savez très bien que je finirai juste sur ça. Et on finit là-dessus pour vous, Abel. Responsabilité citoyenne et jamais je ne victimiserai les gens. Réponse rapide de réalité que vous avez tendance à oublier, la réalité de la s'il vous plaît, messieurs. Elle existe en mais France, mon cher Abel, lorsque Bruno Retailleau dit abat le voile, il a parfaitement raison. C'est une erreur. Parce que le voile n'est pas interdit. Le port du voile, c'est un signe politique qui est très grave. Vous avez demandé aux femmes voilées? Non, d'accord. Non, j'admets. Et s'il vous plaît, difficulté. Il peut y avoir une ambiguïté sur le consentement. Mais ambiguïté qui vient de qui? Mais profondément, vous devriez, par honnêteté, admettre qu'il y a... Messieurs, alors, c'est passionnant. Vous êtes de brillants débatteurs. Abel Bouilly d'un côté, Philippe Bilger de l'autre. René Chiche, on a explosé le temps parce que, évidemment, le face-à-face était passionnant. René, essayez d'apporter votre point de vue et d'essayer... Oui, rapidement. Déjà, vous savez qu'abat le voile, en plus, il l'a dit, je crois, uniquement pour le sport, hein. Il l'a pas dit de manière générale déjà. Bon alors par contre là où je suis pas tellement d'accord avec vous Philippe, mais après je suis pas non plus d'accord avec Abel. Non, attendez, laissez René. Rapidement. Quand vous dites on cherche à nous imposer, moi je suis pas tellement d'accord. J'ai pas l'impression qu'on cherche. Moi c'est mon impression. J'ai pas l'impression de vivre une vie où par exemple que ce soit des musulmans ou des bouddhistes ou bon pas des juifs mais bon cherche à m'imposer non. Quand vous vous baladez dans la rue, vous vous sentez oppressé par l'islam, c'est ça? Je précise que quand vous dites pas des juifs, vous êtes juif, c'est pour ça que vous dites ça. Mais j'ai même pas attendez, laissez finir. Laissez finir René Chiche. Mais s'il vous plaît. Là par contre Abel, je trouve quand même que
on ne peut pas, nier que dans certains quartiers, et encore moi je suis... J'ai pas dit le contraire, j'ai commencé... Laissez terminer René. Ouais. Dans leur communauté... Ils sont un petit peu éloignés peut-être du système français. On peut pas le nier, ça. Vous avez tous les trois... Et je termine, ça veut pas dire non plus qu'ils cherchent ensuite à m'imposer à moi. Mais vous avez tous les trois donné votre point de vue. Merci à Ludovic. Chut, s'il vous plaît. Coupez les micros, cher Quentin. Merci. Ludovic de Mont-de-Marsan, merci d'être intervenu au 0826 300 300. C'est vous qui avez animé le débat. Vous pouvez continuer sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec l'info du jour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. C'est une édition des vraies voix qui fera date avec des débats magnifiques, des jeux exceptionnels. Tout marche bien ce soir, mais je vous assure, j'ai perdu 18 kilos déjà. Il y a juste une erreur d'arbitre. Non, justement. Philippe Bilger, Abel Boilly, René Chiche sont là. Maintenant, vous ne recommencez pas. S'il vous plaît. Stop. Ah, pardon. Vous allez... Merci. Stop. Ouais. On passe à vous, Félix Mathieu. Alors là, c'est le seul qui nous fait stopper. Allez-y, l'info en vrai, c'est à vous. Ne vous inquiétez pas, le calme est revenu, cher Félix Mathieu. Et oui, car un mois après son procès pour agression sexuelle, Gérard Depardieu est de retour sur un tournage de film. Ça n'était plus arrivé depuis 2021. Gérard Depardieu devant les caméras pour ce long métrage tourné par son amie Fanny Ardant, qui lui a offert un rôle dans ce film intitulé « Elle regardait sans plus rien voir ». Le tournage est en cours aux Açores. Un mois après ce procès pour agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts, procès au cours duquel donc Fanny Ardant était venue pour défendre son ami Gérard Depardieu. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la présidente du collectif MeToo Média. Bonsoir Emmanuelle Dancourt. Emmanuelle Dancourt, bonsoir. Vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Et en plus, voilà, et vous êtes avec nous et on vous voit. Allez-y, Félix Mathieu. Qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuelle Dancourt, cette information, ce retour de Gérard Depardieu sur les tournages de films ? 4 mots. L'indécence, la provocation, la honte et l'insulte. L'indécence, parce qu'il est mis en examen pour agression sexuelle sur plusieurs plaignantes. La provocation, parce qu'il y a un problème de sécurité sur les tournages et qu'il va être en contact avec des actrices, avec des habilleuses, des maquilleuses, des coiffeuses. La honte, parce que visiblement Fanny Ardant se sent au-dessus des lois et est dans un déni sur ce qu'a pu commettre Gérard Depardieu. On aura la réponse le 13 mai pour savoir de quoi il va hériter en termes de peine. Et puis l'insulte aux plaignantes, évidemment. Et nous, à MeToo Média, on s'occupe des plaignantes dans l'affaire Depardieu, dans tout un tas d'autres affaires aussi. Et je pense qu'il est temps que Fanny Ardant et tous ces gens-là, cet entre-soi, du cinéma et de tous les autres milieux se mettent du bon côté de l'histoire et ne participent pas à la culture du viol comme ils le font actuellement et au backlash qu'on est en train de subir sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Bon, Emmanuelle Dancourt, alors Félix Mathieu, vous reprenez la main tout de suite après, mais je voulais juste quand même, et c'est le principe de l'émission, vous avez compris, chacune de nos vraies voix possède son domaine de prédilection, et quand on parle de cinéma, on parle bien sûr, vous, René Chiche, qui est un éminent spécialiste. Vous vouliez réagir aux propos d'Emmanuelle Dancourt. Bon, alors c'est vrai que j'ai côtoyé un peu Gérard Depardieu dans certaines interviews. C'est vrai qu'il avait un comportement un peu marrant, un peu bizarre, avec moi, même avec des hommes, pour vous dire. Par contre, là où je suis pas d'accord avec Emmanuelle Dancourt, c'est pour l'instant, Gérard Depardieu n'a pas été condamné. On est bien d'accord, il n'a pas été condamné, il a été mis en examen. Attendez, je termine, il a été mis en examen. Bon, alors, le discours que vous avez, que je peux respecter aussi, mais en même temps, le discours que vous avez disant qu'il peut représenter une menace sur le tournage, je trouve ça quand même un peu hallucinant de croire, ou même de prévoir à l'avance que Gérard Depardieu va peut-être commettre d'autres agressions supposées sur des jeunes femmes, des jeunes actrices, sur ce tournage d'Ardant. Vous voyez, c'est ce discours que je trouve un peu gênant. Je trouve que vous devriez attendre, moi je trouve, le jugement. Là, il a le droit de travailler. Il a le droit de travailler actuellement. Emmanuelle Dancourt vous répond. Emmanuelle Dancourt. C'est pas un discours, monsieur, c'est la loi. Ça s'appelle le droit du travail. Vous raisonnez en droit pénal. Moi, je suis en train de vous parler de droit du travail. Et le droit du travail qui s'applique absolument jamais
sur les tournages. On en a encore parlé à l'Assemblée nationale il y a 2 jours sur des tables rondes suite au rapport sur les violences sexistes et sexuelles, qui a été cette commission d'enquête qui a été menée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau. Moi, je vous parle de droit du travail. Et dans le droit du travail, la présomption d'innocence, elle n'existe pas en tant que telle. Dans le droit du travail, on dit quand il y a un éventuel danger ou un problème, il faut absolument suspendre les choses. Et là, on est en train on va voir ce qui se passe sur ce tournage, et peut-être qu'il ne se passera rien parce qu'il va peut-être faire gaffe un petit peu, mais on n'est pas à l'abri de vouloir protéger les victimes. Et ça, le droit nous donne l'occasion de le faire. Il n'y a pas que le droit pénal dans la vie. Félix Mathieu, vous nous confirmez, les nouvelles du début du tournage sont plutôt réconfortantes. On n'a pas trop de nouvelles. Juste une précision, en tout cas, c'est que le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis pour Gérard Depardieu en attendant sa décision définitive. Mais donc, pour vous, c'est au-delà de la question du symbole, une inquiétude réelle pour le tournage en cours. Donc il n'a plus jamais le droit de travailler, alors en gros, Depardieu. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Emmanuel Dancourt? Allez-y. Oui. C'est pas ça qu'on dit. Je vous rappelle qu'il y a aussi une plaignante qui s'appelle Charlotte Arnoux qui a dénoncé 2 viols non prescrits. Le procès aura lieu, on espère, dans 1 an à peu près, 1 an et demi. Donc on peut penser quand même qu'il y a vraiment des problèmes avec Gérard Depardieu. On ne dit pas qu'il ne peut pas retravailler. On dit que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il faudrait peut-être prévenir, enfin sécuriser ce qui se passe. Et une manière de sécuriser, c'est de ne pas le faire tourner, bien évidemment. Une fois que la justice sera passée, et elle doit passer 2 fois pour l'instant, on verra s'il reprend ou pas les tournages, ou s'il va en prison. Mais il y a quand même aussi un délai de décence par rapport... Si vous aviez été au procès de Depardieu, vous auriez entendu les victimes. Je peux vous assurer que vous ne réagiriez pas comme ça. Et il y a un délai de décence par rapport à ça. Mais la décence, et Fanny Ardant, ça fait 2, et Gérard Depardieu, ça fait 12. Ces gens-là se sentent au-dessus de tout. Alors elle veut soutenir un ami. Ça peut s'entendre, mais peut-être que soutenir un ami, c'est plutôt l'éveiller à ce qui ne va pas dans son attitude. Et aujourd'hui, tout le monde, hommes et femmes, vous l'avez dit, ont eu à se plaindre souvent de mains aux fesses, de mains sur le sexe, de ce qu'on appelle des agressions sexuelles. Mais excusez-moi, et vous-même, René Chiche, vous l'avez dit, oui. Voilà, à vous entendre, donc Madame Ardant devrait alors faire l'objet d'une plainte, puisqu'elle fait travailler quelqu'un qui, selon vous, n'a pas le droit de travailler parce qu'il provoque un danger selon le droit du travail. Donc si elle... Non mais attendez... non mais il faut être logique. Le producteur du film doit être alors... On n'arrête pas de nous dire qu'on est dans un état de droit, donc on ne peut pas porter plainte contre Fanny Ardant. Et le tournage se fait au Portugal, précisons-le aussi. Et sachant que les fonds publics au Portugal soutiennent le film. C'est ça qui est quand même... à un moment, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le backlash. Aujourd'hui, on minimise complètement les violences sexistes et sexuelles, on les fait passer pour quelque chose qui sont de l'ordre de la nature humaine. Non, pas du tout. Pas du tout. Et on est en plein backlash parce qu'on a des gens comme ça qui sont des gens repérés. Fanny Ardant, ça n'a jamais été une conscience, mais c'est une grande actrice quand même, et qui sont au-dessus des lois et qui ont envie de faire tourner leur ami. En fait, elle a le droit de le faire. Elle a le droit, sauf que s'il arrive quoi que ce soit sur ce tournage... Vous imaginez encore une fois un sujet passionnant. Vous imaginez qu'avec Fanny Ardant comme réalisatrice, elle va laisser Gérard Depardieu avoir le moindre geste. Vu le contexte en plus, ça n'est pas sérieux. Bon, écoutez, en tout cas, merci mille fois Emmanuel Dancourt, présidente du collectif MeToo Média. Encore une fois, merci pour ce sujet passionnant. Félix Mathieu, merci à vous. Dans un encouragement. Voilà, très bien. C'est Isabelle Boilly. Parfait. On se retrouve. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce que vous êtes dans une forme olympique, les 3 vraies voix, et dans un instant ça sera votre tour de table. Restez bien avec nous, les auditeurs de Sud Radio, c'est une émission qui fera date. Ah oui, je pense. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Vous êtes les bienvenus, vous avez vu tout à l'heure, c'est au 0826 300 300 que vous, auditeurs de Sud Radio, avez déclenché peut-être le débat le plus haut en couleur de ce que nous avons eu depuis le début de cette émission des vraies voix, qui sont incarnées ce soir par Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much, René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre, le génie, Abel Boilly, président de Tous Uniques, Tous Unis. C'est au tour de votre tour de table. Messieurs. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger, vous nous emmenez à Rome avec des rumeurs de complot ourdies par Emmanuel Macron.
Alors la presse italienne, et je dirais même la classe politique italienne, pas dans sa globalité, est en train de soupçonner Emmanuel Macron d'avoir fait des dîners pour favoriser l'élection d'un pape français. Et d'ailleurs on parle, paraît-il, de plus en plus du cardinal de Marseille, Aveline, hein, c'est ça. Ouais. Et donc, après tout, ça ne m'étonnerait pas de la part d'Emmanuel Macron, qui a affirmé, pour répondre à ces polémiques, qu'il cherchait seulement à s'informer. Je me méfie de cette influence, de cette omnipotence d'Emmanuel Macron, qui ne mesure pas toujours très bien à quel point elle pourrait être préjudiciable à la cause qu'il défend. Je pense à Nicolas Sarkozy, qui s'était immiscé dans le foot à une certaine époque. Alors là, c'est beaucoup plus sacré, si j'ose dire. Il faudrait pas qu'Emmanuel Macron intervienne trop pour saboter la cause de la cause française. Bon, et la presse italienne, Philippe Bilger, est un peu anti-Macron en ce moment aussi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je me permets non pas de contester vos propos, Philippe, mais de contester cette rumeur. Moi, je crois que c'est pas que c'est une fake news. Ah non. Mais non, parce que d'abord, les journaux qui véhiculent des informations italienes sont des journaux extrêmement proches du pouvoir de Mélanie. On sait que les relations entre Mélanie et Macron ne sont pas très bonnes du tout. Bon, alors il se trouve que Macron a dîné avec le fondateur d'un cercle qui était proche du défunt pape François. Voilà, exactement. Et puis avec 2 autres cardinaux, je veux dire. Ouais. Mais je n'imagine pas, moi, Emmanuel Macron s'immiscer dans l'éventuel choix du pape. Ah bah alors là, qu'en pensez-vous, Abel Boilly? Psychologiquement, c'est drôle de votre part. Ah bah j'y crois pas, ça. J'y crois pas, ça. Moi, j'espère que c'est faux, parce qu'il faut respecter le principe sacré, entre guillemets, de la séparation de l'Église et de l'État. On sait que dans tout ce qui est nomination du pape, oui, il y a une dimension politique, on va pas faire comme si on ne le savait pas, mais j'espère vraiment que c'est faux, parce que voilà, on a déjà un président que je porte pas trop dans mon cœur, vous le savez très bien, et là on serait vraiment dans la bassesse absolue s'il en venait à faire de types de repas et de magouilles comme ça pour quelque chose d'aussi sacré. En tout cas, vous l'avez compris, le Saint-Esprit aux manœuvres politiciennes, contrairement à René. Et vous l'avez compris, chers auditeurs, la pluralité des opinions, c'est le principe sur Sud Radio. René Chiche, c'est à vous maintenant. Votre tour de table. Donald Trump cause des soucis à McDonald's. Eh bien, absolument, parce que en fait, depuis le début de l'année, McDonald's, qui est quand même l'un des symboles de l'économie américaine, 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 46 000 enseignes dans le monde, dont 1500 en France. C'est d'ailleurs que le restaurant le plus rentable dans le monde de McDo, c'est le restaurant des Champs-Élysées. Le plus rentable dans le monde, c'est incroyable. Mais depuis le début de l'année, McDonald's affiche un résultat en baisse de 1% pour le monde et d'environ 3,6% aux États-Unis, ce qui est quand même incroyable pour McDonald's. Et en fait, tout ça, eh bien, c'est un peu dû à l'arrivée au pouvoir de Trump. Parce que la politique de Trump, en particulier la politique douanière de Trump, cause de gros dégâts. Vous le savez maintenant à l'économie américaine, puisque alors qu'on prévoyait une croissance de 2% aux États-Unis, eh bien maintenant il y a des économistes américains, même certains proches de Trump, qui prévoient carrément une récession aux USA. Donc McDonald's se retrouve en position donc un petit peu en faiblesse actuellement, ce qui est incroyable. Tout comme d'ailleurs c'est pas ses concurrents, mais enfin c'est d'autres enseignes comme Starbucks ou Domino's Pizza, qui sont des grandes enseignes américaines un peu dans le même secteur, eux aussi affichent des fortes baisses. Donc c'est un problème, parce que la politique de Trump, qui avait été basée pour son élection sur quand même la hausse du pouvoir d'achat chez les Américains, c'est le contraire actuellement. Actuellement, maintenant, c'est justement la baisse. Et on voit les conséquences sur Tesla aussi. Alors là, c'est un peu différent, mais Elon Musk. Alors, résultat. Et alors aussi, il y a un autre problème pour McDonald's. Vous me dites si je suis trop long. Il y a aussi un problème pour McDo, c'est que il y a aussi un problème de boycott. Deux boycotts en même temps. Il y a un boycott contre Trump sur ce qui symbolise. Donc un boycott anti-américain, et il y a aussi eu un boycott avec tous ceux qui étaient favorables à la Palestine, aux Palestiniens. Or, il se trouve que McDonald's a été considéré comme un soutien inconditionnel de l'armée israélienne, parce que l'armée israélienne a été fournie en quantité par McDonald's en Israël. Or, on reconnaît que c'était des franchisés israéliens et non pas McDonald's Monde. Donc c'est une différence. Et dernière chose, il y a une nouvelle patronne qui est arrivée.
à McDonald's. Alors c'est ça qui est incroyable. Elle s'appelle Jill McDonald. Donc elle est arrivée et elle doit maintenant mettre au point une nouvelle stratégie, de nouveaux produits, etc. Donc ça montre que Trump, on connaît ses défauts actuellement dans plein de domaines. Et ben même avec McDonald's, l'un des symboles Made in USA, il cause des problèmes avec sa politique. Maintenant le tour de table. Troisième boycott. Maintenant, le troisième tour de table, c'est à vous, Abel Boilly. Alors là aussi, le sujet est très très grave. Vous vouliez revenir sur le fléau de la prostitution des mineurs. On en parle notamment dans 3 départements ces derniers temps. Exactement, qui sont poursuivis par des familles pour un manque de protection, justement. C'est qu'il y a un problème au niveau de l'ASE, au niveau des foyers. Le chiffre officiel parle de 15 à 20 000 mineurs qui se prostituent, mais le chiffre est très sous-évalué parce que entre les mineurs qui se prostituent de façon indépendante en ouvrant des comptes sur des réseaux sociaux et des mineurs qui se prostituent via des organisations criminelles, le chiffre il est beaucoup plus important. Pourquoi est-ce que je veux alerter sur ce sujet? Premièrement, parce que je suis content que les médias dits mainstream en parlent enfin, parce que ça fait des années qu'on essaie d'alerter, ça fait des années qu'on nous dit que l'on exagère, que ce n'est pas un fléau, que c'est pas tant que ça, alors qu'il faut réaliser que quand on parle de la délinquance des jeunes, le trafic de stupes, le trafic d'armes et la prostitution des mineurs marchent ensemble, et que la prostitution des mineurs est un des canaux qui fait le lit de la pédocriminalité en France. Et pourquoi je veux en parler? Parce que je veux faire une dédicace amicale et chaleureuse à tous ces collectifs de mamans qui voient leurs enfants sombrer justement dans la prostitution, qui essaient de mener des démarches administratives, voire judiciaires face à l'ASE et qui sont bloqués face à un mur. Je pense particulièrement à Jessie, qui est une maman qui a été poursuivie en justice par l'ASE. À tort, l'ASE a voulu la faire passer pour une mère folle qui était incapable de s'occuper de son fils. L'enfant s'est retrouvé en foyer et est tombé dans la prostitution dès l'âge de 13 ans, en commençant à tourner des films pornographiques gays à l'âge de 13 ans. Et aujourd'hui, l'enfant a été récupéré, mais dans un état qui est extrêmement terrible. On n'imagine pas ce que vivent ces mamans, ces papas aussi, qui récupèrent leurs enfants lorsqu'ils arrivent à les faire sortir des réseaux de prostitution. Donc, pour finir mon propos... Problème aussi des familles d'accueil. Bien entendu, aussi, qui des fois on peut retrouver de la violence. Alors quand je parle de l'ASE, je ne parle pas de tout le personnel, parce que comme partout, vous avez des bons et des imbéciles, vous avez des personnes exceptionnelles qui travaillent à l'ASE. Mais vous avez aussi, il faut le dire, des enflures. Vous avez des enflures dans l'administratif, vous avez des enflures parmi les éducateurs de foyer qui se fournissent en drogue des fois auprès des jeunes, qui abusent des fois des jeunes physiquement, voire sexuellement, et je pèse mes mots, c'est des choses que l'on peut prouver. Donc vraiment, je suis content que ça vienne enfin sur la table, et j'espère que l'ASE va un petit peu arrêter de bomber le torse et accepter son aggiornamento pour sauver la vie d'enfants qui meurent tous les jours dans ces réseaux de prostitution. Merci Abel Boilly pour votre tour de table. Merci à vous 3 pour ce tour de table. Philippe Bilger, on a dépassé le temps. Bon mais pourtant on a peu parlé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Depuis le début de l'émission, il y a très peu de débats. Depuis le début de l'émission, c'est boycott là. Allez, dans un instant. Parce que là, on avait plein de questions à poser. Mais tout est très intéressant dans cette émission. On aurait été sérieux, Abel. Oui. On est toujours sérieux. Non, mais je vous amène, chers auditeurs, et vous les vraies voix, dans un instant sur notre coup de projecteur. L'Assemblée nationale planche depuis ce matin sur la question de la fin de vie. Les voix qui se lèvent contre la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie se multiplient, notamment chez les professionnels de santé. Nous vous posons la question sur nos réseaux sociaux. Souhaitez-vous la légalisation de l'aide à mourir pratiquée par le personnel médical? Nous en parlerons avec notre invitée qui est Claire Fourcade, médecin de soins palliatifs à Narbonne, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Dans un instant, vous serez avec nous, chère Madame Fourcade. Merci. En tout cas, juste une question, histoire de planter un peu le décor. Les soignants vont-ils s'opposer à ce projet de loi ou non? Les soignants sont opposés à ce projet de loi. Nous en parlons avec vous dans un instant, c'est passionnant. À tout de suite, vous écoutez Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. C'est le moment du coup de projecteur avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre, et Abel Boilly, président de Tous Uniques, Tous Unis. L'Assemblée nationale poursuit l'examen des propositions de loi relatives aux soins palliatifs et d'accompagnement dans le contexte de la fin de vie. Nous ne souhaitons pas enseigner aux étudiants comment provoquer la mort. Nous devons en revanche continuer à enseigner la prévention du suicide
suicide, ce qui pourrait devenir impossible si le délit d'entrave à l'aide à mourir prévu dans la proposition de loi était voté. Ces propos ressortent de la tribune publiée dans le Figaro le 20 avril dernier à la demande des professionnels de santé. Vous avez compris le débat. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Souhaitez-vous la légalisation de l'aide à mourir pratiquée par le personnel médical? Eh bien, vous dites non à 72% et vous êtes nombreux à répondre à la consultation sur le compte X de Sud Radio. Merci mille fois à Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne, présidente de l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs, auteur d'un journal de la fin de vie publié chez Fayard également. Madame Fourcade, juste une réaction déjà de Philippe Bilger qui va certainement vous amener sur la première question. Alors, D'abord, il est évident que je ne me permettrai pas, de manière péremptoire, d'énoncer un avis comme si j'étais dépositaire d'un décret sur la vie et la mort. Mais en ce qui me concerne, évidemment, je crois pouvoir dire que je ne serai jamais favorable, pour mon propre compte, à quelque chose qui relèverait de ce qu'on prétend faire avec la proposition de loi, alors que par ailleurs, et je termine là-dessus, au-delà des problèmes de conscience que chacun peut avoir, je suis très sensible à la qualité des gens qui ont formulé leur appréciation d'abord sur le rôle capital des soins palliatifs, et j'ai beaucoup apprécié le livre de Madame Fourcade et d'autres professionnels, Philippe Juvin et d'autres encore, Jean Leonetti, qui ont montré à quel point, comme le dit Philippe Juvin, il y a le flou des critères et le vertige des cas, et en particulier le flou de certaines notions graves, incurables, phase avancée, qui peut entraîner des dérives presque inéluctables. Et donc j'approuve la distinction du palliatif qu'a voulu le Premier ministre avec l'euthanasie pour aller vite. Et maintenant, je laisse la parole à mes amis et surtout à Madame Fourcade. Claire Fourcade, il est clair que cette pratique ne se fait pas souvent. Nous entendons des exemples en disant le médecin a aidé, mais c'est de l'officieux. Là, il s'agit de le rendre officiel. C'est pas ça, c'est pas aussi simple que je veux bien le croire? Alors bien sûr que c'est pas simple. Dès qu'on déplie un petit peu cette question qui de loin pourrait avoir l'air simple, elle est en fait extrêmement complexe, et on voit que dans les discussions autour de ce projet de loi, ça soulève une quantité d'interrogations. Ce sujet, je dirais, plus on s'en approche et plus il est compliqué. Et on voit que les députés qui ont voté cet après-midi le délit d'entrave dont vous parliez en introduction, il a été confirmé cet après-midi par la Commission des affaires sociales, on voit bien la difficulté à mettre des limites. Est-ce que la loi peut répondre à la question de la souffrance? Qu'est-ce que nous, comme société, nous voulons répondre à celui qui demande à mourir? On voit bien à quel point ces questions sont complexes. René Chiche? Oui, non, bon, c'est un sujet tellement complexe et qui, c'est vrai, qui concerne chacun, quoi, au niveau de sa conscience, de ses convictions même religieuses, spirituelles, etc. Mais il n'empêche que moi, je suis plutôt favorable à l'aide médicale à mourir, parce que parfois, lorsque des personnes ont des maux MAUX tellement irrémédiables et des souffrances effroyables, je me demande, parfois, moi c'est ma position, je me demande si la personne, si elle est consciente, bien sûr, si elle demande vraiment ce droit à mourir et de partir dans des conditions parce qu'elle n'en peut plus, en gros, moi je crois que c'est un élément plutôt positif. Et il y a pas mal de pays européens d'ailleurs qui ont accepté ce principe. Moi je suis plutôt favorable. Alors Claire Fourcade, pour aller dans le sens de René Chiche, je vais juste vous reprendre l'exemple de quelqu'un que je connais bien, puisque j'ai partagé la même maison que lui en tant que journaliste sportif, qui est Charles Bietri, et qui souhaite, lui, en étant atteint de la maladie de Charcot, mettre fin à ses jours sans souffrir. Que répondez-vous à ça, Claire Fourcade? Alors la première chose, et c'est vraiment très important que tous vos auditeurs le sachent, c'est que la loi actuelle nous impose à nous soignants de soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie.
Et ça, trop peu de gens le savent. Nous avons le devoir aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour soulager, même si ça doit raccourcir la vie. Et ça, c'est très important. Et je travaille dans une région où malheureusement il y a beaucoup de maladies de Charcot, et donc nous accompagnons ces patients. Et la loi actuelle nous permet d'accompagner ces patients quand ils décident d'arrêter les traitements qui les maintiennent en vie. On fait une anesthésie générale, ils s'endorment, ils décèdent rapidement. La loi actuelle nous permet déjà de le faire. Très important ce que vous nous dites. Merci de le repréciser, chère Claire Fourcade. Oui, continuez, vous vouliez rajouter ? Claire Fourcade ? Oui. Pardon. Et donc, c'est ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de se dire, si on veut aller plus loin, si on veut donner aux soignants la possibilité de donner la mort, quelles limites on met, comment on fixe les limites, à quel type de souffrance on peut répondre. Et on voit là qu'on ouvre un champ très large. Nos voisins, qui sont moins fréquents, moins nombreux que ce qu'on croit, qui ont légalisé ces pratiques, puisque c'est 6 pays dans le monde qui ont légalisé l'euthanasie et 7 qui ont légalisé le suicide assisté. On voit à quel point il est difficile de mettre des limites. Et comment... Abel Boilly, votre réaction ? Alors, une fois n'est pas coutume, là je me mettrai sur la même position que vous, Philippe. C'est extrêmement compliqué et ce qui est important, c'est de dépassionner le débat. Moi, j'ai eu dans mon parcours à accompagner effectivement des personnes qui ont vraiment souffert en fin de vie. C'était extrêmement compliqué. Moi, à titre personnel, de par mes convictions philosophiques, religieuses, je suis contre, mais je ne peux pas jeter la pierre à une personne qui le souhaite. Donc, je pense qu'il faut sortir ce débat de l'hystérie du débat politique, justement, pour remettre vraiment de l'humain, se fonder sur le retour de médecins comme Madame Fourcade et autres, pour savoir quelle est la meilleure des choses à faire, parce que la question qui se pose, c'est effectivement, et question bienveillante, si on ouvre une première porte, vers quoi va-t-on aller derrière ? C'est ça. Quelles peuvent être les dérives possibles? Quelles peuvent être les choses aussi, excusez-moi l'expression, sur le marché noir de la santé? Parce que malheureusement, il existe aussi. Et ça peut provoquer certaines inquiétudes. Claire Fourcade, évidemment, vous avez mené une longue réflexion dessus. Nous vous écoutons pour répondre à la question d'Abel Boilly. Il n'y a pas beaucoup de suspense. En fait, on sait ce qui se passerait, puisque les Canadiens ont voté il y a 9 ans une loi qui est très similaire à celle qui est proposée chez nous. Ils pensaient qu'il y aurait 200 euthanasies par an. L'année dernière, il y en a eu 15 000. Ah oui, c'est 5% des décès. Ça veut dire qu'en France, ça ferait plus de 30 000 euthanasies chaque année. Et donc, on sait... on pourra pas dire nous qu'on savait pas quand on a voté, puisqu'on a des exemples qui nous montrent à quel point il est difficile de contenir une fois qu'on a ouvert la porte. Claire Fourcade, est-ce que le problème ne tient pas à ce que j'ai beaucoup entendu, c'est-à-dire la déficience des soins palliatifs en France? Est-ce que vous pensez que s'ils étaient plus fournis dans le bon sens du terme, les gens seraient moins tentés par cette mort que, avec Abel, nous récusons pour nous-mêmes? Il y a tous les jours en France 500 personnes qui meurent sans avoir eu accès aux soins dont elles auraient besoin. Donc c'est 500 patients chaque jour qui n'ont pas été soulagés comme il aurait fallu, et c'est aussi 500 familles et proches qui ont vu partir quelqu'un dans des conditions qu'ils jugent parfois inacceptables. Et il y a un Suisse qui dit que les soins palliatifs, c'est la paix des survivants. Et moi je dis, on travaille autant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. Si on a pu accompagner son proche, si la mort est toujours difficile, mais si on a pu faire en sorte que la personne soit soulagée, qu'on se dise ce qu'on avait à se dire, qu'on puisse se dire au revoir, c'est moins difficile de continuer à vivre après. Juste une dernière question, Claire Fourcade, pour conclure, on vous donnera le mot de la fin. En fait, ce que vous nous dites, c'est que cette loi n'avait pas lieu d'être, puisque on a tout pour fonctionner correctement. On comprend pas finalement. Je dis toujours que nous, c'est pas de loi qu'on manque, c'est de moyens. Et donc on a besoin d'un véritable engagement politique. Depuis 20 ans, on a une loi qui dit qu'on doit avoir accès aux soins palliatifs, et c'est seulement la moitié des patients qui y ont accès. On a fait le constat collectif et unanime du déficit d'accès aux soins. Peut-être que c'est la première chose qu'il faudrait corriger. Merci beaucoup Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et je rappelle votre très beau livre, donc Journal de la fin de vie, que Philippe Bilger a lu et à qui vous avez souhaité rendre hommage, Philippe Bilger. Merci. Absolument. Cher Philippe. Merci à vous Madame Fourcade, René Chiche, Abel Boilly, Philippe Bilger, nos 3 vraies voix. Quelle émission ce soir. J'ai perdu beaucoup de kilos, mais je suis heureux parce que
Trop d'idées sont sorties, mais nous en retiendrons énormément et nous avançons et nous partons moins bêtes que nous de l'état dans lequel nous sommes arrivés. Le rugby maintenant, Alexandre Priam, qui j'espère a eu le temps d'écouter aussi, ça a dû l'inspirer. Bonsoir Alexandre. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, effectivement, c'était très intéressant les vraies voix. Bonsoir à vous. Bonsoir Alexandre. Bon, à l'invité d'honneur, Laurent Travers ce soir. Exactement, Laurent Travers ce soir va livrer ses vérités, son histoire avec le Racing 92, sa fin aussi avec le Racing 92. Il va tout vous dévoiler ce soir sur Sud Radio à partir de 19h30. Et puis avant ça, eh bien, on va revenir sur un sujet épineux. Doit-on professionnaliser le rugby féminin français? C'est un sujet bien plus compliqué qu'il n'en paraît et on en parle dans un instant avec Philippe Spanghero à l'approche de ce week-end de Champions Cup dimanche avec Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain et Lyon Racing 92. Merci à vous Alexandre Priam et vive le rugby. Merci. Il marchera droit. Oui, bien sûr. C'est tellement drôle. Alexandre a beaucoup d'esprit. Je l'ai entendu, je la comprends. Ouais. Voilà. Et Laurent Travers qui avait été adjoint avec Laurent Labitte aussi. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. On parlera notamment de la séparation du duo. Oui, mais là, on ne fera pas le calembour. Non, mais il n'y en a pas. Merci Quentin Cabanis à la réalisation. Dans un instant, l'info. Les vraies voix Sud Radio.